je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui sera un vlog 7 jours 7 livres. Ça fait super longtemps que j'ai envie de reprendre ce type de vidéo. Et bien voilà, c'est parti, je me lance dans ce challenge que j'adore faire. À chaque fois, c'est un vrai plaisir. Je me suis bien sûr prévu des lectures. J'ai déjà commencé, nous sommes mercredi à l'heure où je vous parle et j'ai commencé lundi, donc autant vous dire que j'ai commencé mon challenge. Voilà, c'est parti pour ce 7 jours 7 livres. Lundi, j'ai commencé mon challenge avec le livre Le journal d'un assassin, Defiance System de Martha Wiles. Alors, je vous avais dit dans le dernier vlog, je pense, que j'avais tenté de le lire en audio, de le découvrir en audio et je n'ai pas réussi. Hein. J'ai écouté, je crois, 5 fois les 5 premières minutes et à chaque fois, soit je m'endormais, soit je décrochais complètement. Je n'arrivais pas à me concentrer alors que la lecture a été plutôt agréable. Donc, dans ce récit très court, nous suivons un robot qui est chargé d'une mission sur une planète avec des humains et on voit que dans cette mission il va y avoir des problèmes, il va donc y avoir une sorte de petite enquête pour comprendre d'où viennent ces problèmes. Donc on est vraiment dans les yeux de ce robot, de cette intelligence artificielle qui a des émotions, qui a du mal à se confronter au regard des humains, donc il préfère encore avoir un casque pour ne pas qu'on voit ses émotions que se retrouver confronté aux humains qui se rendent compte que ah ben en fait elle a des émotions et justement c'est tout ce sujet-là qui est abordé dans le livre. Alors c'est pas le sujet principal mais moi c'est le sujet qui m'a le plus touchée, c'est tous ces moments où notre assassinte, puisque c'est comme ça qu'elle se nomme, notre assassinte ressent des choses, ressent de la gêne. Notre assassinte passe beaucoup de temps à regarder des séries lorsqu'elle doit attendre pendant un long moment. Enfin bref, notre assassinte a une véritable identité et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est la manière dont l'autrice nous fait dévoiler petit à petit des parts de sa pensée. Je trouve que c'est de la science-fiction plutôt accessible. Il y a parfois des choses que je ne comprenais pas trop dans le jargon, mais c'est fait d'une manière où on n'est pas perdu, contrairement à certaines lectures où tu es complètement perdu face à l'accumulation de mots techniques, etc. Ici, il y a des mots techniques, mais on n'est pas perdu parce que l'autrice est sympa, elle nous fait des petites blagues, elle nous donne quand même pas mal de dialogues, nous laisse quand même pas mal de passages très humains. J'ai beaucoup aimé et visiblement le tome 2 est très très bon et je vais aller le chercher aujourd'hui à la librairie Flagey, je l'ai commandé, je vais aller le chercher, il l'avait en stock donc je vais passer le prendre, voilà. Donc c'est une excuse comme une autre pour aller dans cette librairie que j'aime énormément. Donc voilà, Journal d'un assassin, je suis vraiment très contente de cette découverte. C'est pas un coup de cœur, comme je vous dis, mais j'ai passé un très bon moment. Du coup, j'avais envie de rester un petit peu dans de la science-fiction et j'ai décidé de me lancer dans Le premier jour de paix de Elisa Berham. Alors nous sommes le 3e jour et je suis au tout début de cette lecture, donc ouais, je suis un peu... On va pas dire que je suis à la bourre dans ce challenge parce que mon but n'est pas forcément de lire un livre par jour, mais bien 7 sur toute la semaine. Mon but n'est pas forcément de absolument lire un livre par jour. Et si au final, à la fin de cette semaine, je n'ai lu que 4 livres, ce n'est pas grave. Le but toujours, c'est de prendre du plaisir en lisant et de découvrir des choses un peu originales. Et donc j'y ai commencé le premier jour de paix, je suis pas très loin. Je suis page 18, j'aime plutôt bien la manière dont c'est écrit, on est dans un futur assez éloigné, on va suivre Aureliano qui est un vieil homme qui est donc on est dans une situation où on est face à des famines, on est face à des tensions politiques, enfin bref. On est au tout début donc je ne sais pas grand chose, en tout cas je sais que les personnages sont très malheureux et que
potentiellement, il va y avoir une paix imminente. Demain, nous sommes jeudi. Du coup, j'aimerais beaucoup commencer un jeudi saveur chocolat. Sachant que demain, j'ai exceptionnellement congé. Donc, en général, quand j'ai congé, je ne sais pas vraiment lire parce que j'ai plein de trucs à faire ici. Mais c'est pas grave, je vais essayer de prendre un peu de temps, de me poser au moins 1 heure et demie pour lire dans la journée. Je vais essayer de me prodiguer un peu de temps de lecture. Voilà le programme et sinon je n'ai pas prévu les autres lectures de ce challenge, mais j'espère que ça se passera bien. Voilà, j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Hey, je vous retrouve un peu plus tard et même beaucoup plus tard et même un peu trop plus tard, hein, soyons honnêtes, pour vous parler de l'évolution de mes lectures. Alors effectivement, je vous dis un peu trop plus tard puisque le premier roman dont je dois vous parler, j'ai un peu zappé, hein, j'ai un peu oublié. C'est Le premier jour de paix de Elisa Biram. Je sens que ça va être compliqué pour vous en parler pendant le point lecture du mois de février, puisque j'ai prévu de faire un bilan du mois de février. Donc j'ai lu Le premier jour de paix d'Elisa Biram. C'était une bonne lecture globalement, avec des chouettes messages, mais je pense que justement le fait qu'elle ait été si courte, qu'elle ait été si rapide, ait empêché de m'en souvenir longtemps. On a plusieurs personnages qui œuvrent d'une manière ou d'une autre pour la paix et on va avoir pas mal de réflexions justement sur comment on en est arrivé là, comment ça va fonctionner, c'est une forme d'utopie, hein, sur comment le monde est réorganisé justement pour éviter qu'il y ait de nouvelles guerres, qu'il y ait de nouvelles crises. Alors c'est un roman que j'ai bien apprécié parce qu'effectivement il y a beaucoup de réflexions hyper intéressantes. J'ai adoré la fin parce que à la fin on a un petit retournement de situation, une sorte de révélation que j'ai beaucoup appréciée, qui est en plus apportée avec pas mal d'humour et j'ai beaucoup aimé cette fin. Maintenant, ce que je trouve regrettable, c'est qu'il était assez court. Alors, je l'ai lu parce qu'il était court et parce que, enfin, vous voyez ce que je veux dire, je savais que c'était un livre court, mais je trouve qu'on aurait pu aller encore plus loin et peut-être on aurait pu s'attacher un peu plus au personnage si ça avait été un petit peu plus long. Je m'attachais à sa proposition, je m'attachais à ses personnages et j'avais envie d'en savoir plus. Et ce livre pourrait en fait ouvrir vers un univers beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, vers un univers en 5 tomes, décrit en 5 tomes. Il y a moyen de faire des trucs de fou avec ce qu'elle a présenté dans ce livre, mais ici elle a choisi de faire quelque chose de plutôt court. Ce que je trouve dommage, c'est que ce livre est un peu comparé à Becky Chambers. Effectivement, d'un point de vue marketing, effectivement, je comprends qu'on compare avec Becky Chambers parce qu'il y a très peu
de livres qui sont comparables à Becky Chambers, mais quand même ce livre est beaucoup plus sombre et beaucoup plus noir que ce que peut proposer Becky Chambers, même si on a un certain espoir. Moi je trouve qu'on a quand même beaucoup de choses assez négatives. On nous parle d'espoir, comme peut le faire Becky Chambers, mais j'ai l'impression, avec Becky Chambers, d'être enveloppée dans cette bulle de douceur et de bienveillance. Ici, je trouve oui, il y a un peu d'espoir, mais on est quand même sur quelque chose de beaucoup moins positif que ce que fait Becky Chambers. Je trouve que Lisa Bayram, elle a son propre univers, sa propre ambiance, son propre univers, sans devoir être comparée à Becky Chambers. C'est très bien fait, il n'y a pas besoin de la comparer. Elle se débrouille très bien toute seule. Voilà pour ce livre-là. Et alors, entre-temps, donc j'ai lu 2 livres. J'ai lu Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama, qui est donc le premier tome du Lundi Parfum Matcha. Alors, je n'ai pas été trop perturbée, en plus je les ai lus assez proches l'un de l'autre, hein, mais je n'ai pas été trop perturbée de lire celui-là après. Alors oui, il y a de temps en temps des personnages, des choses qui se rejoignent. Ça m'a plu de retrouver effectivement, de me dire « Ah oui, mais ce personnage, je pense qu'il me dit quelque chose, on en a déjà parlé ». Oui, ça m'a plu, mais ce n'était pas indispensable pour moi de lire l'un à la suite de l'autre, peu importe le sens, moi je trouve que c'est pas mal. Peu importe le sens, on passe un aussi bon moment, je trouve. Voilà, j'ai beaucoup aimé toutes ces histoires. Maintenant, je crois que je lui ai mis un petit peu moins sur Livre Addict parce que je trouve que les histoires étaient plus impactantes dans Un lundi parfum matcha. C'était peut-être aussi parce que c'était la découverte du Lundi parfum matcha. Peut-être aussi que c'était la découverte de l'autrice qui a fait que j'ai beaucoup plus aimé, enfin j'ai mieux aimé. Maintenant, c'est vrai, j'ai passé un bon moment, c'était doux, le moment était aussi bon qu'avec le parfum matcha, mais comme le parfum matcha, il y avait cette découverte, il y avait cet univers du matcha au tout début dans lequel j'étais tout de suite bien impliquée. Je sais pas, il y avait quelque chose en plus, je trouve, dans le parfum matcha, et même les sujets abordés, même les personnages, il y avait quelque chose en plus, mais j'ai quand même beaucoup aimé celui-ci, hein, il n'y a rien à dire. Et puis, je vous regarde, on se regarde, parce que je ne l'ai toujours pas dit, mais je pense que vous le savez si vous me suivez un peu sur les réseaux. J'ai commencé une saga. Ah là là, je passe un bon moment avec cette saga, je dois dire. J'ai commencé une saga qui rentrait dans mon challenge 7 jours 7 livres, puisque les livres sont très courts. Mais malgré qu'il fasse moins de 250 pages, je trouve qu'on a quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de choses dans 250 pages. Je parle donc bien sûr de La Crue de Blackwater, tome 1 de Michael Black-Doyle. Si vous en avez marre d'en entendre parler, passez votre chemin parce que je vais vous parler du premier et sans doute du deuxième que je suis en train de lire. Alors, en gros, de quoi parle Blackwater? On est dans les années 20. Je crois que ça commence en 1919 avec une crue, une énorme inondation qui va plonger tout un village dans le désespoir. Donc il y a plusieurs rivières qui entourent leur village et donc il y en a une qui va déborder. Alors on suit principalement une riche famille de propriétaires. Donc on n'a pas forcément des points de vue de gens très très pauvres qui n'ont plus de maison, hein, clairement. Leur maison, voilà, elle est restée debout, c'est juste qu'il y a beaucoup de dégâts. Et on va suivre ces propriétaires, on va suivre principalement le personnage d'Oscar, qui est un monsieur qui vit chez sa maman. Marie-Love, un personnage très important dans cette histoire. Il vit chez sa maman et il va, au début du roman, avec son serviteur, Bray, parcourir un petit peu cette rivière pour voir s'il peut aider quelqu'un, pour voir s'il y a des choses à retrouver. Il parcourt la rivière en canot. Et tout d'un coup, dans l'hôtel du village, il va voir que quelqu'un a survécu. Et ce quelqu'un, c'est une jeune femme, Elinor, qui dit... Ah bien, voilà, ça fait 4 jours que je dors, je me suis réveillée, je me suis rendu compte qu'il y avait une inondation. Donc en fait, Oscar invite Elinor à venir avec eux. Et on voit tout de suite qu'il y a quelque chose d'étrange avec Elinor. Déjà, première révélation assez vite, hein, je crois fin du premier ou deuxième chapitre. Première révélation, tu ne comprends pas comment cette Elinor a survécu alors qu'elle était allongée sur un lit. Et on voit que le niveau de l'eau après l'inondation dépasse largement le lit, en fait. Hein, arrive presque au plafond, quoi. Donc tu te dis, comment est-ce qu'elle a survécu? Est-ce qu'elle ment? Il y a quelque chose de bizarre. Et effectivement, il y a une aura d'étrangeté autour de ce personnage. Un personnage qui va être très important dans l'histoire et qui va s'introduire petit à petit dans cette famille, la famille d'Oscar. J'ai entendu parler du fait que c'était un roman d'horreur, mais l'horreur est très très douce. C'est de temps en temps, il y a une petite scène. Dans ce premier tome, il y a eu 3 scènes un peu horribles, mais des scènes qu'on voit largement venir.
Donc dès qu'on commence à expliquer avec l'eau, avec machin, tu sens venir qu'il y a quelque chose, il y a un petit stress et effectivement il se passe quelque chose. Tu vois, il y a des signaux annonciateurs de ce drame, de cette horreur. Donc je pense même que si vous êtes très très sensible à tout ce qui concerne l'horreur, eh bien vous allez voir venir, je crois qu'il y a 3 passages. Enfin pour moi c'était gentil hier, hein. À part peut-être un passage avec un morceau de bois. Bref, passons, mais oui, celui-là, il était un peu glauque, mais ça m'a fait rire, en fait, plus c'est du glauque qui me fait rire, moi, bref. Mais effectivement, il y a une petite aura d'horreur, mais c'est des choses qu'on peut voir venir, donc dans ce premier tome, je trouve que c'est quand même accessible pour tout le monde, même si vous êtes ultra sensible. Ce qui est le plus important, c'est pas l'horreur, justement, c'est les relations humaines. Comment Elinor va arriver dans cette famille et comment elle va être acceptée par l'un, refusée par l'autre, et il y aura vraiment des querelles de pouvoir dans cette famille d'un personnage qui ne supporte pas Elinor. Et c'est hyper intéressant de voir ce côté saga familiale, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Et je m'en doutais quand j'entendais autour de moi des gens qui me disaient mais en fait c'est une saga familiale, où je te dis ouais, j'adore. Parce qu'on a le côté un peu psychologique, effectivement. Donc pour le moment, ici dans le tome 1, on n'a pas beaucoup d'horreur, enfin on n'a que 3 scènes. Et là dans le tome 2, je suis à la moitié du tome 2 et je n'ai toujours pas de scène horrifique. Voilà, je vois venir peut-être des choses, hein, mais ouais, non, je vois pas de scène horrifique. C'est vraiment ce qui m'attache, ce qui m'accroche à ce livre, c'est bien plus le côté humain. Je sais que ce livre a été souvent comparé à ce que peut faire Stephen King. Alors, c'est vraiment seulement dans le tome 2 que je me fais la réflexion par moment dans la description de certains personnages, notamment un petit garçon à un moment qu'on rencontre. De temps en temps, effectivement, dans la description des personnages, il y a un petit côté Stephen King, je trouve, dans cette manière de créer une ambiance. C'est très immersif, je trouve, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup, je ne sais pas où on va. Je vois des petits trucs venir, bien évidemment, on se doute. Dès le début, tu rencontres Elinor dans les yeux de quelqu'un et tu vois quelque chose qui, bien sûr, nous met la puce à l'oreille, mais ouais, c'est pas grave, hein, même si on sait, en fait, on sait, c'est le côté humain, c'est les relations, c'est tout qui fait que ce livre est passionnant. Et donc, comme je vous dis, je suis dans le tome 2. J'espère le terminer aujourd'hui, prendre le temps de le terminer. Voilà, ah oui, j'ai reçu des livres, j'ai reçu des choses. Est-ce que je vous montre ça? Oui, j'ai reçu Enquête des Charleston, qui a l'air vraiment super chouette. Je l'ai mis dans ma pile à lire du printemps, que vous avez peut-être vu sur la chaîne. Ça a l'air super chouette. Alors moi, j'ai accepté de recevoir ce livre déjà parce que je l'avais déjà vu passer. Il m'avait déjà titillé. Mais aussi parce que ça me fait fort penser à Miss Fisher, qui est un type de... Voilà, une série que j'aime beaucoup, qui se passe dans les années 20, il me semble. Et c'est ça, hein, oui, dans les années 20, et avec des enquêtes, et ça a l'air trop chouette, et j'ai envie de retrouver un petit peu ça. J'ai l'impression que ce sera un petit peu dans ce genre-là. Une histoire de Madeleine qui rentre chez elle à Paris, et qui découvre effectivement que sa meilleure amie a été assassinée. Donc elle va enquêter. Côté Cozy Mystery, j'espère que voilà, le côté années 20 sera riche et bien fait pour vraiment m'embarquer dans cette histoire, parce que vous savez, ma déconvenue un petit peu avec le Cozy Mystery. Donc, moi, c'est vraiment toute l'ambiance et le mystère qu'il peut y avoir dans ce livre qui m'intéresse plus que le côté cosy. Voilà, je crois que je vais vous le laisser là. Alors, j'ai reçu beaucoup de livres parce que j'ai fêté un Noël notamment. J'en ai acheté quelques-uns. Je vous avoue que je vais attendre de faire un petit book haul, comme ça vous aurez un petit peu la surprise, parce que j'ai reçu des trucs trop chouettes. Bon allez, je vais quand même vous teaser. J'ai acheté... Ah non, je vais quand même vous dire, j'ai acheté celui-là. Le Plein Ciel. J'ai fait un gros craquage de nouveau, parce que à quel moment je vais lire un livre aussi lourd, je ne sais pas. Je vais essayer de le lire en vacances du coup. Je l'ai choisi parce que visiblement ça a l'air d'être un livre foisonnant de détails, foisonnant de choses hyper chouettes, que c'est de la fantaisie. Ça a été comparé à La Passe Miroir, et surtout Plein Ciel, bah, ça me fait penser au fait qu'on va parler d'opéra, inspiration d'opéra, autour de la musique, et moi voilà quoi, vous savez, hein, la musique et moi. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous reprendrai sans doute pour la dernière fois pour vous parler de la fin de mes lectures.
retrouve pour cette fin de vlog qui sera quand même assez importante puisque j'ai décidé pour cette fin de vlog de vous faire un petit bilan sur toute la saga Blackwater. Je vais également vous parler de petites lectures que j'ai effectuées. Une lecture en cours très agréable, des nouveautés livres. J'ai un petit peu pas mal de choses à vous raconter. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez de quoi vous poser, même si je sais bien qu'on est en cours de vlog, mais je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos sur plusieurs jours parce que on n'a pas forcément 40 minutes à consacrer, ce que je comprends vraiment entièrement. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Déjà, première chose, je vais essayer de faire bref pour toutes les choses dont je dois vous parler, puisque là, je dois bientôt partir pour déposer des colis Vinted. Alors oui, c'était l'occasion de vous dire que voilà, j'ai réouvert mon compte Vinted, que j'avais mis en mode vacances parce que ça me prenait beaucoup trop de temps. Quand j'ai déménagé, j'ai fait énormément de tri dans mes livres et donc j'en ai vendu beaucoup. Il y en a que j'ai vendu pour 1 € parce que je voulais juste m'en débarrasser parce que ça prend de la place, mais il y en a certains effectivement qui valent quand même un certain montant. Je me dis que sur Vinted, effectivement, c'est le moyen le plus sûr. J'ai réouvert le compte. En général, ce sont des livres VO, VF, des livres français, anglais. Je vends de temps en temps des tasses, mais ça part très vite, donc il faut checker, notamment les tasses Emma Bridgewater. En 1 heure, elles sont parties, quoi. Donc voilà, de temps en temps, je mets des choses en ligne. Maintenant, j'ai plus toutes les tasses Emma Bridgewater que j'ai, je les aime bien, je n'ai pas envie de les revendre. Donc voilà, mais il y a une tasse Harry Potter là qui est encore sur le Vinted, si ça vous intéresse. J'ai ouvert ça, j'ai réouvert ce compte Vinted. Alors, je vais avoir un peu plus de temps là prochainement puisque je me retrouve avec un horaire plus confortable, on va dire un horaire qui me permet d'avoir de temps en temps justement du temps pour emballer des colis Vinted, ce que je n'avais pas ces derniers mois où j'étais full de boulot. Ici, ça va être un petit peu plus raisonnable, un petit peu plus confortable et du coup, j'aurai un peu plus de temps à consacrer à la chaîne et ça, j'en suis très heureuse. Aussi, vous êtes plusieurs, ce n'est pas vrai. Il y a une personne qui m'a demandé si je comptais revenir, c'est Claudine d'ailleurs, si tu passes par là, je t'embrasse, m'a demandé si je comptais revenir sur la chaîne. C'est possible que j'ai reçu des commentaires aussi sur la chaîne de plantes, auxquels je n'ai pas répondu, de gens qui me demandaient où est-ce que t'es, qu'est-ce que tu fous. Voilà, plusieurs personnes m'ont demandé sur cette chaîne, eh bien je n'ai pas de réponse à donner. Jusqu'à présent, effectivement, depuis que j'ai laissé un peu de côté cette chaîne, c'est tout simplement que je n'avais pas le temps à consacrer à cette chaîne. Ici, je pourrais avoir du temps pour la chaîne, mais la chaîne plante, je parle évidemment, mais je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas quand ni si je reviendrai sur la chaîne plante. J'ai des petites envies, là, dernièrement, de choses, j'ai envie de montrer certaines choses, mais c'est vrai que ça prend, comme je vous dis, beaucoup de temps et je préfère honnêtement consacrer mon temps sur la chaîne littéraire. Et si vraiment j'ai du temps à tuer ou pendant des vacances ou je ne sais pas, peut-être que je reviendrai pour 1 ou 2 vidéos, mais je ne peux pas promettre. Je n'ai pas de réponse à cette question. Si je reviens sur la chaîne plante, j'ai envie de faire ça bien. Je n'ai pas envie de proposer une vidéo à rouf à l'arrache, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien et ça prend du temps forcément et j'ai aussi envie de faire autre chose de ma vie que du montage, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Même si j'adore, forcément, c'est une passion, hein, cette chaîne littéraire, j'ai aussi envie de lire, d'avoir du temps pour d'autres choses, donc voilà. C'est la réponse qui n'en est pas vraiment une, mais j'avais envie de vous dire que je n'oublie pas, et je vous avais toujours dit, de toute façon, sur cette chaîne de plantes, c'est une chaîne secondaire, c'est une chaîne vers laquelle je m'investis seulement quand j'ai le temps et l'envie, sachant que la chaîne littéraire est plus importante à mes yeux. Mais je m'occupe toujours de mes plantes, j'ai des petites nouveautés, enfin voilà, les plantes ne meurent pas, hein. Enfin si, quelques-unes bien évidemment, mais voilà, les plantes existent encore, hein. Ma passion des plantes est toujours présente, ça c'est inévitable. Je crois qu'il est temps, avant de vous faire un haul, de vous parler de mon avis sur Blackwater, parce que en fait, c'est vrai, je vous reprends là pour un 7 jours 7 livres, et on est bien d'accord que ce vlog, on va oublier le titre qui n'est pas 7 jours 7 livres, mais peut-être 10 livres, on est sur 10 ou 11 livres sur 15 jours, voire 20 jours. Voilà, donc ce vlog est interminable. En fait, quand je me suis lancée dans Blackwater, que je me suis lancée dans le tome 2, plus exactement de Blackwater, je savais que j'allais enchaîner les 6, en fait. Je le savais parce que je suis comme ça, je n'arrive pas... Quand je suis passionnée par quelque chose, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout.
Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Après le tome 2, j'ai lu le tome 3, j'avais pas le tome 4, j'ai été l'acheter. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que j'achète le 5 et 6. Et j'étais un peu en manque et enfin, vraiment, j'ai tout enchaîné. Parce qu'en fait, j'avais peur de me retrouver à la fin du tome 3 et de me dire, bah, je vais lire autre chose. Vous voyez, j'étais tellement bien dans cette histoire, j'avais peur qu'en lisant autre chose, j'aime bien ce que je lis et du coup, je continue avec un autre genre et donc je mets des mois avant de revenir dans Blackwater parce que je suis comme ça, quand je suis prise par quelque chose, je peux pas m'en détacher. Et donc, si je lisais autre chose, j'avais peur que l'autre chose soit tellement bien que j'oublie Blackwater. Enfin, ouais, c'est un peu bizarre. Du coup, j'ai tout enchaîné. Après, je vous dirai si c'est une bonne chose de l'avoir fait. En tout cas, c'est une saga que j'ai adorée. C'est vraiment un coup de cœur qui sera, je le sais, dans mes meilleures lectures. Je suis d'ailleurs en train de préparer une vidéo, mes 50 livres préférés depuis que je lis dans la vie. Il y a Blackwater dedans. Maintenant, c'est vrai que je suis en train de préparer cette vidéo, mais pour le moment, je suis à 63 livres. Je dois encore en enlever 13 et c'est très très dur. Mais je ne suis pas certaine de supprimer Blackwater. Voilà. Alors, cette saga, mon bilan global de cette saga, c'est que c'était passionnant pour le côté justement histoire de famille. Je vous en ai parlé, je pense, dans mon bilan. Je vous ai dit le résumé. C'était passionnant parce que effectivement, ça mêle deux genres littéraires que j'adore, autant l'horreur que le côté saga familiale. J'adore les sagas familiales quand c'est bien fait et là c'était vraiment très très bien fait. J'ai adoré le côté très moderne de cette histoire. C'est un roman qui est sorti dans les années 80 et pourtant les thématiques abordées, je trouve, sont quand même hyper modernes. J'ai vraiment adoré les rapports, les relations entre les personnages, les mesquineries, les pics de l'un de l'autre, la manipulation de certains personnages. Le personnage de Mary Love est un personnage insupportable. Certains personnages humains sont bien plus monstrueux que les monstres eux-mêmes. C'était passionnant de suivre ces personnages, de les voir évoluer au sein de ces 6 volumes, de voir les générations répéter certaines erreurs, de voir justement les conséquences de certains actes qui sont commis par les personnages de base et de voir les conséquences sur les générations, de voir au niveau des caractères. C'est ce que j'aime beaucoup en littérature, c'est vraiment le développement de la psychologie des personnages ici. Je trouve que c'est très bien fait, particulièrement dans les premiers tomes, parce que c'est vrai qu'après, ça va un petit peu plus vite puisqu'on a quand même des naissances, on a d'autres générations qui arrivent et je trouve que les personnages des premières générations sont ceux qui sont les mieux construits parce qu'effectivement on les suit beaucoup plus longtemps. Donc voilà, de ce point de vue-là, vraiment, j'ai adoré toute la psychologie de ces personnages. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'on se rend compte que c'est une famille qui est complètement dirigée par les femmes. Les hommes sont très mous, sont très mollassons. Et c'est vraiment les femmes qui décident tout. C'est les femmes qui ont le pouvoir dans ce livre. Vraiment. Et cette confrontation entre le personnage d'Elinor et Mary Love m'a énormément plu. Alors maintenant, parlons du côté horrifique. Effectivement, je pense que sur toute la saga, nous avons une petite dizaine de scènes horrifiques. Notamment, à la fin du tome 2, nous avons une scène ultra trash. Je crois qu'il n'y a qu'une seule scène dans le tome 2 qui est trash et elle est à la toute fin et hyper trash. Il n'y a effectivement pas tellement de scènes horrifiques, mais il y en a qui sont hyper glauques. Au début, quand je vous en parlais avec les premiers tomes, je vous disais, ben voilà, vous pouvez un peu voir venir ces scènes horrifiques, vous pouvez bien le vivre parce que tout ce qui est à côté, c'est vraiment tellement bien que si vous n'aimez pas les scènes horrifiques, vous n'êtes pas obligé de rester longtemps dessus et c'est pas grave, vous ne les lisez pas. Mais au final, en fait, ce côté horrifique va apporter quand même une atmosphère, va apporter une ambiance à l'histoire. Et moi, ce que j'ai adoré justement, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, quand il y en a, elles vont prendre beaucoup d'ampleur pour nous. Parce que pour les autres personnages, les choses sont très normales, hein, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais pour nous, ça va prendre pas mal d'ampleur. Et donc, ce que je vous avais dit pour les tomes 1 et 2, je vous avais dit, je pense, voilà, que c'était pas si horrible que ça. Mais en fait, si. Il n'y a pas énormément de scènes horribles, mais quand il y en a, elles sont hyper trash. Et en plus de ça, en plus du côté horrifique qui, pour certaines scènes, je ne sais plus évidemment dans quel tome, ça doit être 4 ou 5, je ne sais plus, pour certaines scènes sont ultra dégueulasses. Mais moi, je trouve ça drôle, mais bon, c'est pas grave. Pour certaines, ultra dégueulasses. En plus de ça, en fait, il y a des scènes, effectivement, il y a de la violence conjugale, il y a des scènes... il y a 2 fois, je pense, 2 agressions sur une femme. Je voulais quand même préciser que ce n'était pas le livre Bisounours. C'est peut-être pas la saga familiale ou la plus tendre que j'ai pu lire. Il y a quelque chose quand même d'assez sombre qui plane. Je pense vraiment que si vous n'aimez pas ce qui est glauque et que l'horrifique ne vous plaît pas,
du tout, du tout, du tout, que ça vous pose vraiment problème, ne lisez pas en fait. Si ça vous dérange pas de temps en temps, je pense que ça peut quand même vachement vous plaire. Maintenant, il y a un grand mystère qui plane tout au long du livre sur l'identité d'un personnage, sur ce qui se passe en fait réellement. On apprend plus de choses, mais c'est vrai que ne lisez pas les 6 tomes en vous attendant à avoir des réponses concrètes, parce que ce n'est vraiment pas le cas. Il y a une petite encore interrogation quand tu sors du livre, une interrogation qui pour moi est tout à fait correcte et qui ne me dérange absolument pas, parce que l'imaginaire fait le reste. Notre imagination fait le reste. Je pense pas que du coup il faut s'attendre à ah oui, je vais lire jusqu'au tome 6 pour avoir une réponse à ma grande question. Ben non, en fait, petit à petit, tu as des éléments de réponse, mais en fait, il y a beaucoup de mystères autour du côté monstrueux du roman. Moi, je l'ai lu, j'ai enchaîné les 6 tomes. J'ai fait ce choix-là parce que je me connais, je voulais pas m'arrêter. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire, puisque effectivement, au fur et à mesure, je crois que c'était au milieu du tome 5, je commençais à ressentir une certaine redondance des événements, parce qu'effectivement, on suit plusieurs générations, donc on a de nouveau l'évolution d'un personnage qui grandit, puis de nouveau, enfin vous voyez, il y a quand même plusieurs générations qu'on va suivre dans ce livre, donc il y a de la répétition. Et comme je vous dis, effectivement, il y a des actions de l'un qui sont répercutées sur les enfants et les petits-enfants, ben forcément, des choses qui reviennent. Je pense que c'est uniquement ma faute, le fait d'avoir ressenti des redondances. Je ne pense pas que Michael McDowell ait sorti ses livres en se disant « il faut tout lire d'un coup ». Je pense qu'il ne faut pas lire tout d'un coup, c'est moi, parce que j'avais ce besoin un peu primaire de finir cette saga. Mais ne le faites pas tout d'un coup comme moi, parce qu'effectivement, vous pourrez peut-être être un peu freiné par une certaine redondance, des choses qui se répètent encore. Ce que je peux vous conseiller éventuellement, c'est de lire par 2 tomes, de lire tome 1, tome 2, puis de vivre votre vie, puis de revenir, ou alors par 3 tomes, comme vous voulez. Effectivement, par 2 tomes, peut-être ça vous permet de savourer un peu plus la saga, de passer un peu plus de temps avec elle. N'attendez pas par contre entre, parce que c'est chouette d'avoir justement les souvenirs très très frais. Donc voilà, je voulais juste vous conseiller pour la lecture, effectivement. Si vous aimez bien la saga, lisez déjà le tome 2, parce que ça fait un tout, je trouve. Mais par contre, ne lisez pas les 6 d'un coup, mais en même temps, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. C'est un conseil tout simplement. Voilà, ça c'est pour Blackwater. Est-ce que j'ai lu d'autres choses? Oui, j'ai lu Space Boy. Vous allez dire, je fais une crise monomaniaque. J'ai fêté un Noël, là, il y a quelques semaines. Oui, en février. Et j'ai reçu Space Boy parce que, pourquoi? Parce que je l'avais demandé. Et je l'ai lu avec mon compagnon et j'ai fort apprécié. C'est l'histoire d'une petite fille. Alors, qu'est-ce que c'était encore? C'était Amy qui vit avec ses parents dans une colonie dans l'espace. Et un jour, son père va perdre son emploi et ils vont devoir retourner sur Terre. Et elle n'a jamais vécu sur Terre. Et donc, on va voir comment elle s'adapte à la vie sur Terre, le côté très pratique, physiologique, et aussi le côté émotionnel. J'ai vraiment fort apprécié, notamment le fait que Amy ait une meilleure amie dans la colonie, dans l'espace où elle est. Elle a une meilleure amie. Et en fait, elle sait que quand elle arrive sur Terre, en fait, elle est cryogénisée et elle arrive sur Terre, et donc il y a 30 ans qui sont passés. Et quand elle arrive sur Terre, sa meilleure amie, elle a 30 ans en fait. Elle a une trentaine d'années. Elle est hyper stressée dans le tome 1 parce qu'elle veut parler à sa meilleure amie, mais elle a peur parce qu'elle sait qu'elle a vieilli et qu'elle a une vie. Et en même temps, sa meilleure amie lui reproche de ne pas lui parler. J'ai trouvé ça très très touchant. Je trouve que ça aborde des thématiques dont on ne parle pas souvent justement. Et c'était très beau en fait. Et il y a aussi un personnage énigmatique, je pense, qui vient aussi de l'espace, parce qu'on en parle au début du livre. Et j'ai très très envie de lire la suite. Maintenant, je pense que c'est une saga avec plein de tomes. Et je me dis, mon Dieu, parce que je pense que c'est assez cher. C'était à 16 € chez Akileos. Et je me dis, mon Dieu, si je me lance dans cette saga, je vais dépenser beaucoup d'argent. Et je ne suis pas certaine que ma bibliothèque ait cette saga. Et puis, j'aime beaucoup, donc j'ai envie de la voir. Voilà, côté matérialiste qui revient. Maintenant, peut-être que si je la lis en VO, ce serait un peu moins cher. J'ai vraiment été très accrochée déjà dans le premier tome à ce personnage. Et alors, j'ai lu Yotsuba, qui est un tome 1 d'une petite saga très mignonne. Je crois que je l'ai mise dans ma pile à lire de printemps, si je ne me trompe pas. Je l'ai lu. C'est mignon. Alors, j'ai eu du mal avec le début parce que je trouve que c'est pas très clair, les personnages. Quel âge ont les personnages? Je trouve que c'est pas très bien présenté, j'ai eu du mal à comprendre. On est avec un monsieur qui déménage avec sa petite fille dans une nouvelle ville, et donc la petite fille découvre ses nouveaux voisins. Et dans la maison d'à côté, il y a une famille avec 3 jeunes filles. Je crois que la plus jeune, elles sont un peu plus de 5 ans, et la plus âgée, je ne sais pas quel âge là, mais
J'ai eu beaucoup de mal en fait avec la présentation des personnages qui n'étaient pas vraiment présentes, qui étaient un peu incongrues et j'ai beaucoup de mal avec certaines réflexions, notamment le père, je ne sais plus qui parle d'une jolie jeune fille en parlant d'une fille de 16 ans et à chaque fois qu'il en parle, il dit la jolie jeune fille, sauf que la personne est adulte et je ne sais pas comment expliquer, ça m'a un peu dérangée, mais peut-être que c'est moi qui me fais des films. Oui, j'étais un petit peu flou, un peu fouillis, je trouve le début, j'ai eu du mal à comprendre les relations entre personnages. Au final, j'ai accroché parce que le personnage de la petite fille Yotsuba est très 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 touchant et très mignon. C'est un personnage qui saute partout, qui est assez cocasse et qui fait plein de bêtises. Et elle est super drôle et elle est très mignonne et très attachante. J'ai bien aimé, mais maintenant, je pense pas que ce sera un livre que je vais lire sur 20 tomes, quoi. Je suis en train de lire Le dernier des aînés de Adrian Tchaïkovski, qui est un roman avec lequel je passe un très très bon moment. Je suis à la page 102, je pense que je vais essayer de le terminer aujourd'hui ou demain. Je passe un super moment avec ce récit. C'est un récit de science-fiction, fantasy, de science-fantasy. Alors je sais qu'on est sur une planète, on n'en sait pas trop sur cette planète, mais on sait qu'on suit un personnage qui s'appelle Inès, qui est la 4e fille, une reine, je pense, hein, d'un grand royaume. Et en fait, cette 4e fille, elle entend parler d'un démon qui sévit dans les environs, et donc elle a envie de sauver les peuples qui se font attaquer par ce démon. Et donc la seule solution, c'est de réveiller un ancien magicien qui a sauvé il y a quelques générations les habitants contre un grand méchant. Et donc elle va le réveiller alors qu'il dort justement depuis plusieurs générations. Elle va le voir et ce monsieur donc se réveille et elle va lui demander vraiment de sauver toutes ces peuplades qui se font attaquer par des démons d'une manière un peu bizarre. On n'a pas trop de détails justement sur ces attaques, mais on sait qu'il y a des rumeurs concernant un démon. Et en fait, on a aussi le point de vue du sorcier, du magicien, et on sait que ce sorcier n'est pas du tout un sorcier. En fait, c'était un gars qui a été envoyé sur cette planète en tant qu'anthropologue, en fait, pour voir qu'est-ce qui se passait sur la planète, comment évoluent les générations, etc. Et donc, lui, il se réveille, on l'appelle pour une histoire de sorcellerie. Il est là, mais meuf, je ne suis pas un sorcier, mais comme ils ont des autres coutumes, et il doit s'adapter quand il se réveille aux coutumes de l'époque à laquelle il se réveille. Et donc, lui, il est là, ok, à cette époque-là, il pense que que je suis un sorcier, que j'ai des super pouvoirs. Et vous voyez, il y a ce côté très énigmatique de la science, la haute technologie qui paraît magique pour certains peuples. On va voir aussi comment ça se fait que tout d'un coup, des générations plus tard, alors que la technologie a énormément évolué, pourquoi des générations plus tard, la technologie paraît magique? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce côté passionnant et on a justement, je viens de lire un chapitre qui explique en fait la réalité, donc ce qui s'est vraiment passé avec des mots scientifiques, avec les mots réels, du point de vue donc du sorcier, je ne sais plus si on dit sorcier, mais du point de vue de l'aîné. Et on a le point de vue de l'Inès qui vit dans son pays où elle croit qu'il y a des démons, où il y a de la magie. Je trouve ça passionnant, j'adore. Je passe un super moment, c'est original. Je sens que ça va être compliqué d'en sortir parce que je suis à la page 103, il n'y en a plus que 70. Qu'est-ce que je vais lire après ça? Peut-être que je vais me lancer dans Petite, je ne sais pas. Ben voilà, ça c'est pour les lectures. Je suis trop contente. Maintenant, effectivement, je vais devoir vous laisser sur cet avis, là, en plein milieu, parce qu'un jour, il faut quand même clôturer ce vlog. Mais je vais quand même passer à un haul, puisque j'ai reçu et acheté des livres. Alors, je suis allée en librairie avec Annabelle. Nous avons un peu craqué notre slip, enfin, quoique elle moins que moi. J'ai acheté 4 livres. Je me suis procuré Curiosity de Sophie Livry, qui est un roman très très court dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Lucie, bien évidemment. Et aussi, est-ce que c'est Caro Booking? C'est peut-être elle, je ne sais plus. En tout cas, c'est un recueil de nouvelles avec notamment un personnage qui est seul sur Mars et je peux en savoir plus. Oh là là, je me désespère, je ne savais pas que j'aurais une passion comme ça pour les trucs dans l'espace, mais voilà, c'est comme ça. Je me suis procuré le tome 1 de L'amour est dans le thé parce que je ne connaissais pas son existence jusqu'à il y a peu.
Et c'est mon amie Céline, je crois qu'il l'a acheté. Et en fait, moi, le thé, c'est ma passion. Et donc, de découvrir qu'il y a un manga autour du thé, ça m'a réjouie. Alors, c'est moins le côté amour qui m'intéresse que le côté thé. Mais bon, ici, je sais bien qu'on est sur un shoujo. Hein. Si je ne me trompe pas, oui, on est sur un shoujo. Donc, il y aura une grosse histoire d'amour. Mais c'est aussi le côté thé qui m'intéresse. D'ailleurs, si vous connaissez des mangas avec du thé, voilà, je suis partante. En sortant Blackwater, ça m'a donné envie, vous allez comprendre ou pas, de lire la saga Wayward Pines qui fait que 3 tomes, qui a inspiré une série d'ailleurs qui est sur Netflix. Est-ce qu'elle est encore? Je ne sais pas, mais à un moment elle était. C'est de Blake Crouch. Il paraît que c'est absolument génial. C'est de nouveau un livre entre Twin Peaks et Stephen King, alors que Blackwater, effectivement, je trouve qu'il y a un côté un peu Stephen King dans la description du lieu, des personnages. C'est très Stephen King, je trouve. C'est pour ça, je crois que c'est pour ça que j'ai tant aimé. Mais donc ici, je suis très tentée par ce livre. Je me demande si je ne le prendrai pas avec moi. Parce que là, je vais partir pour 2 jours et je vais avoir un peu de temps pour lire. Je vais terminer le dernier des aînés. Je vais peut-être lire ça. Je ne sais pas. Le problème, hein, c'est que quand je finis un livre, j'ai beau avoir un livre avec moi, en fait, je ne sais pas ce que j'aurai envie de lire après. Et si je suis partie, c'est un peu compliqué. Donc je suis là, je finis mon livre, paf, j'ai envie d'un livre de fantasy et en fait j'ai avec moi un livre de science-fiction. Ben, c'est le genre de truc qui me cause des pannes de lecture. Voilà. Donc, ou alors j'attends d'être rentrée chez moi pour choisir. Et alors je me suis procuré inévitablement le Palais d'Ulysse de Claire Note. Alors j'aurais pu attendre avant de l'acheter, j'aurais pu attendre qu'il sorte en poche. Mais en fait, j'ai lu il y a 1 an à peu près Pénélope Renditak, qui à peu près quand il est sorti. Je l'ai acheté très peu de temps après sa sortie. Et j'ai beaucoup aimé, je m'en souviens quand même un petit peu. Et donc je me dis, bah, autant le lire quand je m'en souviens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est la suite. Il est très joli, même si je trouve que le premier était plus beau. Parce que le bleu, c'est pas ma couleur préférée. Alors, encore la suite du book haul qui va être un petit peu scandaleux. Parce que les livres suivants, je ne les ai pas achetés. Ah si, le premier, oui. Le premier, je l'ai acheté à cause de Sèvres, parce qu'elle a fait une vidéo sur les enlèvements d'enfants et sur les romans qui parlent d'enlèvement d'enfants plutôt. Et donc, elle a présenté notamment Conséquences de Darren Williams, qui était dans ma wishlist depuis longtemps. Et quand on a été chez Pêle-Mêle avec les copines, j'ai trouvé celui-là. Voilà, donc je ne sais pas si je le lirai tout de suite, mais c'est dans ma liste de livres à lire au niveau de disparition d'enfants. Et alors, j'ai été pourri gâtée par les copines quand on s'est vues, puisque elles ont lu toutes les deux ce livre qui était dans ma wishlist. Et donc, c'est Annabelle qui me l'a ramené. Et donc, il s'agit de Carolina Reaper, qui est un thriller de Morgane Montoriol. Alors, je l'ai un petit peu commencé, mais on ne va pas prendre ça pour un avis définitif, puisque je suis à la page 20. J'avais rien à lire, en fait, sous la main. Du coup, j'ai commencé. J'accroche pas du tout. Mais je sais que je ne suis qu'à la page 20 et que ça veut rien dire parce que je pense que c'est parce que le point de vue là en question que j'ai est insupportable. Mais quand on aura un autre point de vue, ça me plaira sans doute mieux. Après, effectivement, on suit d'autres personnages. Donc voilà, les 2 premiers points de vue qu'on a suivis sont horribles. Ne me plaisent pas du tout, mais je sens que ça va me plaire quand j'aurai un autre point de vue. Il y a un autre personnage qui a l'air plus chouette. Donc voilà, comme je vous dis, ça ne sert à rien de vous donner mon avis. J'ai lu que 20 pages, enfin, je suis qu'à la page 20. Et d'ailleurs, le marque-page est un marque-page qu'Elisiane m'a offert. Merci encore de tout cœur, il est trop beau. C'est Books and Sunshine et surtout, derrière, on dit qu'il faut des fleurs et des livres pour être heureux et je suis assez d'accord, des plantes. Elisiane m'a donné le tome 1 d'une saga de Max Monaghan, c'est Samb. Je n'ai pas effectivement ce tome 1 qui était dans ma wishlist et donc voilà, elle s'en débarrassait, donc j'ai accepté de le recevoir. Maintenant, je lui ai demandé, est-ce que tu l'as aimé? Oui. Alors, on n'a pas toujours les mêmes goûts au niveau des livres, donc je vais voir s'il me plaît. Est-ce que vous l'avez lu d'ailleurs, Somme? Et alors, quand je suis sortie en librairie avec Annabelle, j'avais entre les mains un roman qui est dans ma wishlist depuis que je suis passionnée de science-fiction, space opéra, tout ça. Et donc, il était entre mes mains, ce tome 1 en poche, et Annabelle m'a dit, ben tu sais, moi je les ai, je peux te le donner. Je dis, t'es sûre, je peux te l'acheter et tout. Enfin bref, Annabelle adorable. Et donc, en fait, quand on s'est revus quelques jours plus tard, elle m'a non seulement donné le tome 1, mais également... Voilà, donc je me retrouve avec 30 cm de livres.
Et je suis trop contente parce qu'effectivement, je pense que si j'adore le tome 1, je voudrais, dans une crise monomaniaque, j'en suis sûre, lire la suite. Je pense que j'aimerais, j'ai vraiment, vraiment hâte de lire ça. Est-ce que je vais lire ça juste après le dernier des aînés? Je ne sais pas. Oh, peut-être bien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais lire après le dernier des aînés, mais merci encore de tout cœur. J'ai été pourri gâtée, moi, de nouveau. Alors, j'ai encore d'autres livres dont je ne vous ai pas parlé, mais comme ça fera l'objet d'un book haul si j'en refais un. Voilà. Écoutez, je suis en train de réfléchir toutes les choses dont je vais vous parler. Je pense que c'est tout. Je pense que ça fait 3 plombes. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vais aller emballer mes colis Vinted et je vais surtout y aller. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes en train de lire vos derniers coups de cœur? Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous allez. Ça me fera plaisir de papoter avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!